Le soir où j'ai perdu mon travail, je n'ai rien dit sur la start-up que je possédais en secret ou la maison en Normandie à mon nom. Mon père a hurlé, « Faites tes valises. Les ratés n'ont pas leur place ici. » Mon mari m'a craché dessus et est parti avec sa maîtresse. Ce qui s'est passé après? Ils le regretteront toute leur vie. Je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans. Et jusqu'à lundi dernier, ma vie était une réussite. Du moins, c'est ce que je croyais, ce que tout le monde croyait. Le soir où j'ai perdu mon travail, je n'ai rien dit sur la start-up que je possédais en secret, ni sur la maison en Normandie qui était à mon nom. Ce même soir, mon père, l'homme que j'admirais le plus au monde, m'a hurlé, « Faites tes valises. Les ratés n'ont pas leur place ici. » Puis, mon mari, l'homme que j'aimais, m'a craché au visage avant de partir avec sa maîtresse. J'ai tout perdu en 24 heures. Mon travail, mon mari, ma famille. Mais ce qui s'est passé ensuite? Ils le regretteront toute leur vie. Avant que je vous raconte les détails de cette descente aux enfers, et surtout, comment j'en suis remonté, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre présence, même virtuelle, compte énormément pour moi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Lundi matin. Le ciel de Lyon était d'un gris métallique, menaçant, mais je ne l'avais même pas remarqué. J'étais dans ma bulle, concentrée, animée par l'adrénaline. J'étais directrice marketing chez Prestige et Associés, l'une des agences de communication les plus en vue de la ville. Cela faisait 7 ans que je consacrais ma vie à cette entreprise. 7 ans de journées à rallonge, de nuits blanches à peaufiner des stratégies, de week-ends sacrifiés sur l'autel de l'ambition. J'avais gravi chaque échelon, non pas par chance, mais par un travail acharné, une détermination sans faille. Et j'en étais fière. Ce matin-là, je m'apprêtais à présenter la nouvelle stratégie trimestrielle, un projet que je portais à bout de bras depuis des mois. J'avais passé tout mon week-end à répéter, à anticiper chaque question. J'étais plus que prête. J'étais invincible. En entrant dans la grande salle de réunion vitrée qui dominait la ville, j'ai senti l'atmosphère habituelle, un mélange d'excitation et de tension. Mes collègues étaient là, me gratifiant de sourires encourageants et de petits pouces levés. « Tu vas les scotcher, Chloé », m'a glissé Sandrine, du pôle créatif. Je lui ai souri en retour, le cœur léger. J'aimais mon équipe. J'aimais mon travail. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant la première diapositive de ma présentation, un visuel percutant que nous avions mis des semaines à concevoir. C'est à ce moment précis que la porte s'est ouverte, brisant net le brouhaha ambiant. Luc Bernard, mon supérieur direct, est entré. Un homme au charisme froid, arrivé 1 an plus tôt et avec qui les relations avaient toujours été tendues. Il n'était pas seul. Juste derrière lui se tenait Madame Morel, la directrice des ressources humaines, une femme dont la présence n'annonçait jamais rien de bon. Un frisson désagréable m'a parcouru l'échine. L'air dans la pièce s'est soudainement raréfié. Luc a balayé la salle d'un regard glacial, évitant soigneusement de croiser le mien. Il s'est raclé la gorge, un son qui a résonné de manière assourdissante dans le silence pesant. Bonjour à tous. Avant que Chloé ne commence sa présentation, j'ai une annonce importante à faire. Mon estomac s'est contracté. Tous les regards, jusqu'alors tournés vers moi avec admiration, se sont maintenant fixés sur moi avec une curiosité mêlée d'appréhension. Mon cœur s'est mis à marteler ma poitrine si fort que j'avais peur que tout le monde l'entende. Dans le cadre de la restructuration stratégique de notre département, a-t-il poursuivi d'une voix monocorde, détachée, nous avons été contraints de prendre des décisions difficiles pour assurer la pérennité de l'entreprise. Il a marqué une pause, un effet dramatique parfaitement maîtrisé. En conséquence, le poste de directrice marketing est supprimé, avec effet immédiat. Le temps s'est suspendu. Les mots flottaient dans l'air, irréels. J'ai secoué la tête, un léger mouvement de dénégation. Un mauvais rêve. Ce devait être un mauvais rêve. J'allais me réveiller. C'est une blague, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant plus qu'un souffle. Autour de moi, mes collègues baissaient les yeux, fixant leurs carnets, leurs chaussures, n'importe quoi pour ne pas affronter mon regard. Le choc se lisait sur certains visages, la pitié sur d'autres, et peut-être,
chez quelques-uns, un lâche soulagement. Je vous assure que ce n'est absolument pas une blague, Chloé, a rétorqué Madame Morel, sa voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Elle a fait glisser un dossier en carton sur la longue table en verre. Il s'est arrêté juste devant moi. Vous trouverez ici toutes les informations relatives à votre solde de tout compte et à vos indemnités. La colère a commencé à monter, chassant l'incrédulité. Sur quelle base? Quelle est la raison? J'ai dépassé tous mes objectifs ces 3 dernières années. J'ai personnellement ramené le contrat Dubois-Martin, le plus gros de l'histoire de l'agence. Comme l'a dit Monsieur Bernard, ce n'est pas une décision basée sur vos performances individuelles, a-t-elle récité, son ton mécanique me donnant la nausée. C'est une décision purement structurelle. Des coupes budgétaires sont nécessaires. Un mensonge. Un mensonge si flagrant que c'en était une insulte à mon intelligence. Tout le monde ici savait que Luc me voyait comme une menace. Il avait passé la dernière année à minimiser mes succès, à s'approprier mes idées, à me critiquer subtilement auprès de la direction. Il avait méticuleusement préparé mon exécution. Et aujourd'hui, il jubilait intérieurement. Un agent de sécurité va vous accompagner jusqu'à votre bureau pour que vous puissiez récupérer vos effets personnels, a ajouté la DRH, portant le coup de grâce. C'est la procédure standard pour les postes de direction. L'humiliation finale. Être traité comme une criminelle potentielle. J'ai senti les larmes brûler derrière mes paupières, mais j'ai serré les poings sous la table. Je ne pleurerai pas. Pas devant eux. La suite a été un flou humiliant. J'ai traversé l'open space, suivi par un homme en uniforme, un colosse qui semblait aussi mal à l'aise que moi. Les visages se détournaient sur mon passage. J'ai rempli un carton avec les fragments de ma vie professionnelle, les photos de mon mariage avec Antoine, les trophées gagnés, la petite plante que Léo, mon assistant, m'avait offerte. Mon ordinateur était déjà inaccessible, mon badge désactivé. Ils avaient été d'une efficacité redoutable. Alors que je m'apprêtais à partir, Léo s'est approché, le visage blême. « Chloé, c'est une injustice. Il vous a piégé. Ne baissez pas les bras. Appelez-moi ce soir. » Il m'a serré la main, y glissant un petit bout de papier. La gorge serrée, je rangeais mes affaires dans un carton, escorté par la sécurité comme une criminelle. Mais je ne savais pas encore que cette humiliation n'était que le début du cauchemar. Le trajet du retour a été un supplice. Les rues de Lyon défilaient à travers mon pare-brise, mais je ne voyais rien. Mon esprit était un maelstrom de colère, d'humiliation et d'incompréhension. La voix de Luc, faussement compatissante, résonnait en boucle dans ma tête. Le silence de mes collègues me hurlait à la figure. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Chaque feu rouge était une épreuve, un moment de répit forcé où la réalité me frappait de plein fouet. J'étais au chômage. Moi, Chloé, la battante, la carriériste, j'étais sans emploi. Au milieu de ce chaos mental, une pensée a émergé, un mince filet d'espoir, Antoine. Mon mari. Je me suis accrochée à cette idée comme à une bouée de sauvetage. Il allait être là pour moi. Il allait me prendre dans ses bras, me dire que ce n'était pas grave, que nous allions surmonter ça ensemble. Après tout, il se plaignait constamment que mon travail prenait trop de place dans notre vie. « Tu es mariée à ta boîte, Chloé, pas à moi », me disait-il souvent. L'ironie était cruelle, mais je me suis dit que, peut-être, c'était un mal pour un bien. Cette épreuve allait nous forcer à nous retrouver, à nous recentrer sur notre couple. J'imaginais déjà la soirée, un bon repas, une bouteille de vin, et moi, blotti contre lui racontant tout. Il serait mon roc. En tournant dans la rue calme de notre quartier résidentiel, j'ai vu sa BMW noire garée dans l'allée. Une surprise. Il était à peine midi, et il ne rentrait jamais déjeuner, prétextant des déjeuners d'affaires. Mon cœur s'est un peu allégé. Quelle chance! Je n'aurais pas à ruminer ma peine seule toute la journée. Il était là. Tout allait bien se passer. J'ai coupé le moteur et suis resté un instant dans la voiture, essayant de composer un visage à peu près normal. J'ai ravalé mes larmes, respiré profondément. J'ai attrapé mon sac et le ridicule carton contenant les débris de ma carrière, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Antoine ? C'est moi.
Surprise, je suis rentrée plus tôt, ai-je lancé en entrant. Un silence m'a accueilli. Un silence lourd, anormal. D'habitude, la radio était allumée dans la cuisine, ou la télévision dans le salon. Aujourd'hui, rien. Juste un léger bruit d'eau, comme une douche qui coulait à l'étage. J'ai froncé les sourcils. C'était étrange. J'ai posé mes affaires dans l'entrée. Antoine? Tu es en haut? Pas de réponse. J'ai commencé à monter les escaliers, et c'est là que j'ai vu sa mallette de travail, non pas posée soigneusement sur la console comme d'habitude, mais jetée en vrac sur les premières marches. Sa veste de costume était en boule dessus. Ce désordre ne lui ressemblait pas du tout. Une angoisse sourde a commencé à naître en moi. La porte de notre chambre était entr'ouverte. Des chuchotements filtraient. Une voix d'homme, celle d'Antoine, et une voix de femme, fluette, que je ne connaissais pas. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai arrêté de respirer. Lentement, comme dans un film au ralenti, j'ai poussé la porte. Et là, mon univers a basculé. La scène était surréaliste, cauchemardesque. Antoine était là, torse nu, le dos tourné vers moi, en train d'enfiler une chemise propre à la hâte. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage rouge. Et sortant de notre salle de bain, une jeune femme blonde, très jeune, enroulée dans un mohen peignoir de soie blanc, celui qu'il m'avait offert pour notre anniversaire de mariage. Elle s'est figée en me voyant, ses yeux bleus s'écarquillant de terreur. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Un silence assourdissant, seulement brisé par le bruit de la douche qui continuait de couler. Chloé a finalement réussi à articuler Antoine, sa voix étranglée par la panique. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais pas à formuler un mot. Ma bouche était sèche, ma gorge nouée. J'ai juste réussi à pointer un doigt tremblant vers la jeune femme. Qui est-ce? Il a eu le culot d'essayer de mentir. Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. C'est une collègue, elle a eu un problème, elle avait besoin de... Une collègue, ai-je répété, ma voix sortant de nulle part, blanche, glaciale. Une collègue qui prend sa douche chez nous un lundi midi, dans mon peignoir? La jeune femme, sentant le vent tourner, s'est éclipsée dans la salle de bain pour récupérer ses affaires. Le visage d'Antoine s'est transformé. La panique a laissé place à une colère froide, défensive. Et toi, d'abord? Pourquoi tu n'es pas au travail? Tu me fliques, c'est ça? C'est pour ça que notre couple va mal. Je viens de me faire virer, Antoine, ai-je lâché, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. J'ai été licenciée ce matin. J'espérais une lueur de compassion, un regret. Au lieu de ça, un sourire mauvais a étiré ses lèvres. Ah, eh bien voilà. Tu vois. Tu ne penses qu'à ton travail, et regarde où ça te mène. Puis, le coup de grâce. Tu veux la vérité? Rien de tout ça ne serait arrivé si tu avais été une vraie femme au lieu d'un robot obsédé par sa carrière. Quand est-ce que tu t'es occupée de moi pour la dernière fois? C'était trop. La douleur, la trahison, l'injustice, tout a explosé. Sors, ai-je hurlé, sentant les larmes de rage dévaler mes joues. Sors de ma maison, toi et ta prostituée. Sa réaction a été fulgurante. Il s'est approché de moi, le visage déformé par la haine. Ma maison? Tu n'as plus rien, tu comprends? Plus de travail, plus d'argent. Comment tu vas la payer, cette maison? Il a attrapé une valise dans le placard et a commencé à y jeter ses vêtements. La jeune femme est sortie de la salle de bain, habillée, n'osant pas me regarder. Alors qu'il passait devant moi pour quitter la chambre, il s'est arrêté. Il m'a regardé droit dans les yeux, son regard plein de mépris. Et il a fait une chose que je n'aurais jamais cru possible. Il a craché. Il m'a craché au visage. Alors qu'il claquait la porte derrière lui avec sa maîtresse, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai cru un instant trouver du réconfort, mais ce qui allait suivre allait me briser complètement. Le crachat d'Antoine était encore chaud sur ma joue. J'étais paralysée, incapable de bouger, le son de la porte d'entrée qui claque résonnant encore dans mes oreilles. La sonnerie stridente de mon téléphone m'a tiré de ma torpeur. Papa. Le mot s'est affiché sur l'écran, et dans ma détresse,
je l'ai vu comme un signe, une main tendue au milieu de ma noyade. J'ai essuyé ma joue d'un geste rageur et j'ai décroché, ma voix n'étant qu'un sanglot étranglé. Papa? Chloé, arrête de pleurer et viens à la maison. Immédiatement. Ta mère et moi devons te parler. Sa voix était un bloc de glace. Aucune question. Aucune douceur. Un ordre. Un mauvais pressentiment a commencé à se frayer un chemin à travers ma peine, mais je l'ai ignoré. J'étais trop anéanti pour réfléchir. J'avais besoin de ma mère. J'avais besoin de mon père. J'avais besoin de rentrer à la maison. Le trajet jusqu'à Écully, où mes parents vivaient dans une immense maison qui était le monument de la réussite de mon père, a été un flou. Je me souviens juste d'avoir répété en boucle dans ma tête, « Ils vont m'aider. C'est ma famille. Ils vont m'aider. » Quelle idiote j'étais. C'est ma mère, Hélène, qui m'a ouvert la porte. Son visage était un masque d'inquiétude et de résignation. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte brève, presque furtive, comme si elle avait peur d'être vue. « Il est dans son bureau », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Il est très en colère. Fais attention à ce que tu dis. » Déjà, elle me mettait en garde. Déjà, elle prenait le parti de la prudence face à son mari, plutôt que celui de sa fille en détresse. Je l'ai trouvé là où il était toujours, assis derrière son imposant bureau en acajou, une forteresse depuis laquelle il dirigeait nos vies. Gérard, mon père, ancien PDG d'une grande entreprise industrielle, un homme pour qui l'échec n'était pas une option, mais une honte. Il n'a pas levé les yeux de ses papiers lorsque je suis entré. L'humiliation, encore. Assieds-toi. Sa voix était plate. J'ai obéi, me sentant soudainement comme une enfant de 10 ans convoquée pour un mauvais bulletin. Il a finalement daigné lever son regard vers moi. Un regard froid, scrutateur, qui me jaugeait. J'ai eu un appel de Luc Bernard cet après-midi. La phrase est tombée, lourde de sens. Je suis resté bouche bée. C'est un vieil ami de golf, a-t-il précisé, comme si cela excusait tout. Et d'un coup, j'ai compris. J'ai compris les promotions qui m'avaient été refusées, les projets qui m'avaient été retirés. Mon propre père discutait de ma carrière avec mon patron sur un terrain de golf. Il m'a informé de ton licenciement, a-t-il continué. Il semble que ton engagement et tes performances laissaient à désirer ces derniers temps. C'est absolument faux, ai-je explosé, la colère me donnant une force que je ne pensais pas avoir. C'est un menteur et un manipulateur. Il m'a saboté parce qu'il avait peur de moi. Et toi, tu l'as cru, lui, plutôt que ta propre fille? Il a eu un geste dédaigneux de la main. Il y a toujours deux versions à une histoire, Chloé. Mais ce n'est pas le plus important. La vraie question est, quel est ton plan maintenant? Comment vas-tu te sortir de ce pétrin? Pas un mot de réconfort. Pas une once de compassion. Juste une évaluation froide de la situation, comme s'il s'agissait d'un bilan financier. Les larmes que j'avais réussi à contenir ont jailli. Un plan? Papa, je viens de perdre mon travail. Et ce n'est même pas le pire. Ma voix s'est brisée. Je suis rentrée à la maison, et j'ai trouvé Antoine avec une autre femme. Dans notre lit. Il m'a quitté. Ma mère, qui venait d'entrer silencieusement avec un plateau, a laissé échapper un hoquet de surprise, portant une main à sa bouche. Mon père, lui, est resté de marbre. Il a pris un long moment, son visage impénétrable. Puis, il a prononcé la sentence. Eh bien. Je ne suis pas surpris. Peut-être que si tu t'étais moins comporté comme un homme d'affaires et un peu plus comme une épouse, ton mari serait encore là. Le monde s'est arrêté. J'ai cru que j'avais mal entendu. Pardon? Tu es sérieusement en train de dire que c'est de ma faute? Gérard, ça suffit, a osé ma mère, sa voix tremblante. La ferme, Hélène, a-t-il aboyé, sans même la regarder. Il s'est levé, faisant le tour de son bureau pour me faire face, me dominant de toute sa hauteur. Elle doit entendre la vérité. Tu as sacrifié ton mariage sur l'autel de ton ambition. Tu n'étais jamais là pour lui. Un homme, Chloé, ça a des besoins. Quand il ne trouve pas ce dont il a besoin à la maison, il va le chercher ailleurs. C'est aussi simple que ça. J'étais physiquement malade.
L'odeur de cuir et de cire d'abeille du bureau me donnait la nausée. C'est répugnant. C'est la réalité, a-t-il rétorqué. D'ailleurs, Antoine m'a appelé tout à l'heure. Il était très affecté. Il m'a dit que tu étais devenu complètement hystérique, que tu avais tout cassé. Il m'a craché au visage, papa. Il m'a craché dessus avant de partir avec sa maîtresse. Ça ne ressemble pas à Antoine, a-t-il dit avec un calme exaspérant. C'est un garçon bien élevé. Tu es sous le choc, tu exagères. Il avait pris sa décision. Il avait choisi son camp. Et ce n'était pas le mien. J'étais la variable défaillante dans son équation parfaite de la réussite. Le dîner qui a suivi a été le plus long de ma vie. Un silence de mort, seulement brisé par le cliquetis des couverts sur la porcelaine. C'est au-dessus du dessert qu'il a porté le coup final. Tu as une semaine, Chloé. Une semaine pour trouver un nouveau travail. Un poste digne de ce nom. Sinon, ne reviens pas ici quémander de l'aide. J'ai levé les yeux vers lui, certaine d'avoir mal compris. Je suis très sérieux, a-t-il insisté, son regard ne laissant aucune place au doute. J'ai repoussé ma chaise. Merci pour le dîner, maman. Je m'en vais. Alors que j'attrapais mon sac dans l'entrée, sa voix, dure et sans appel, a résonné dans le grand hall. Fais tes valises et trouve où aller. Les ratés n'ont pas leur place dans cette famille. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Face à une telle injustice, une telle cruauté de la part de votre propre famille, comment auriez-vous réagi? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Rejetée par tous, sans emploi, sans mari, sans famille, j'étais seule dans ma voiture, au bord du gouffre. Je n'avais plus rien. C'est du moins ce qu'ils croyaient tous. La lourde porte en chêne de la maison de mes parents s'est refermée dans mon dos avec un bruit sourd et définitif. Ce son a marqué la fin de tout ce que j'avais toujours considéré comme acquis, la sécurité, l'amour familial, un refuge. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, de fines aiguilles glacées qui semblaient percer mes vêtements. Je suis montée dans ma voiture, tremblante, non pas de froid, mais de choc et de chagrin. J'ai conduit sans destination, les phares balayant des rues que je ne reconnaissais plus. Ma ville, mon monde, tout m'était devenu étranger. Les paroles de mon père tournaient en boucle dans ma tête, chaque mot un coup de poignard, raté. Pas sa place. Raté. Après un temps indéterminé, j'ai échoué sur le parking d'un hôtel anonyme, une de ces boîtes de béton sans âme que l'on trouve près des autoroutes. Le réceptionniste de nuit m'a à peine jeté un regard. J'étais juste une autre silhouette fatiguée cherchant un lit pour la nuit. J'ai payé en liquide, ne voulant laisser aucune trace. La chambre sentait le renfermé et le désinfectant. Les murs beiges étaient nus, le couvre-lit marron était rêche. C'était le décor parfait pour ma misère. Je me suis assise sur le bord du lit, le silence de la chambre amplifiant le chaos dans ma tête. Et là, seule, à l'abri du monde, j'ai craqué. Un sanglot est monté du plus profond de mon être, un son rauque, animal. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. J'ai pleuré ma carrière brisée, l'humiliation publique. J'ai pleuré la trahison d'Antoine, l'image de son visage tordu par la haine, son crachat sur ma joue. J'ai pleuré la cruauté de mon père, l'homme qui aurait dû me protéger et qui m'avait achevé. J'ai pleuré la faiblesse de ma mère, son silence complice. J'ai pleuré mes illusions perdues, mes rêves anéantis. J'ai pleuré jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que mon corps soit secoué de spasmes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à pleurer. Épuisé, vidé, je me suis allongée sur le lit, fixant le plafond fissuré. C'est alors que mon téléphone, que j'avais jeté sur la table de chevet, s'est mis à vibrer. Encore et encore. C'étaient mes amis. Sophie. Isabelle. Mes piliers, mes sœurs de cœur. J'avais trop honte pour répondre. Honte de mon échec, de ma faiblesse. Mais elles ont insisté. Finalement, j'ai décroché. Chloé. Mon Dieu, enfin. On est morte d'inquiétude. Léo nous a appelés, il nous a tout raconté pour ton travail. Où es-tu? La chaleur dans la voix de Sophie a fait fondre le bloc de glace qui enserrait mon cœur. Ma voix n'était qu'un murmure. Je suis dans un hôtel. Près de l'aéroport.
Sophie, tout est fini. Antoine, il me trompait. Mon père, il m'a mise à la porte. Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Ne bouge pas, a-t-elle dit, sa voix soudainement dure et déterminée. On arrive. Isabelle est avec moi. On sera là dans 30 minutes. Fidèles à leurs paroles, elles ont déboulé dans ma chambre une demi-heure plus tard. Elles ne sont pas venues les mains vides. Dans leurs bras, un sac rempli de réconfort, une bouteille de Sancerre, la plus grande tablette de chocolat noir que j'ai jamais vue, un pot de glace au caramel beurre salé, et des magazines People stupides. Elles m'ont serré dans leurs bras, toutes les deux en même temps, et pour la première fois de cette journée maudite, j'ai senti une lueur de chaleur. Nous nous sommes installés en tailleur sur le lit, comme des adolescentes, et elles m'ont écoutée. Elles m'ont laissé vider mon sac, sans jugement, sans interruption, hochant la tête, jurant quand il le fallait. Quel monstre, a sifflé Isabelle en parlant d'Antoine. Et ton père, je ne trouve même pas les mots pour décrire ce genre de cruauté. C'est en leur expliquant ma situation financière désastreuse, le compte joint vidé, que le souvenir de ma grand-mère est revenu, plus clair, plus puissant que jamais. Ces dernières paroles, est toujours ton propre filet de sécurité. J'ai regardé mes amis, mes yeux s'écarquillant soudainement. Attendez. Il y a quelque chose. Quelque chose que personne ne sait. Leurs regards se sont fixés sur moi. J'ai pris une profonde inspiration. Ma grand-mère maman m'a laissé un héritage il y a 3 ans. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'ai suivi son conseil à la lettre. Avec une partie de l'argent, j'ai acheté une petite maison de pêcheur en Normandie, à mon nom seul. Un refuge secret. Et avec le reste, j'ai investi dans la start-up d'un ami d'université. Une boîte de tech à Paris qui s'appelle Avenir Digital. Le silence s'est fait. Sophie et Isabelle se sont regardées, puis se sont tournées vers moi, un immense sourire illuminant leur visage. Chloé, a murmuré Sophie. Tu es une reine. Une reine secrète. Un rire, un vrai rire, m'a échappé, se mêlant à mes larmes. C'était un début de soulagement. Mais il a été de courte durée. Mon téléphone a vibré. Une notification de mon application bancaire. Mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas le compte joint. C'était ma carte de crédit personnelle, celle dont Antoine avait une carte secondaire, pour les urgences. Une nouvelle ligne de crédit est apparue, un prêt personnel de 20 000 €. Souscrit en ligne 2 jours plus tôt. L'argent avait déjà été décaissé. Il n'avait pas seulement vidé nos économies. Il avait planifié son départ en me laissant une dette colossale, une encre destinée à me couler définitivement. J'ai montré l'écran à mes amis. Leurs sourires ont disparu, remplacés par une fureur glaciale. Non, a dit Isabelle, sa voix basse et menaçante. Ça ne se passera pas comme ça. C'en est trop. Maintenant, c'est la guerre. Pendant que mes amis dormaient, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La colère avait séché mes larmes, remplacées par une froide détermination. La partie n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Le soleil du mardi matin peinait à percer les nuages, mais dans ma tête, le brouillard se dissipait. La nuit avait été un champ de bataille mentale, où le chagrin et la rage s'étaient affrontés. Au petit matin, la rage avait gagné. L'image de cette dette de 20 000 €, contractée dans mon dos, était le carburant dont j'avais besoin. Ce n'était plus une simple affaire de cœur brisé ou de carrière volée. C'était une déclaration de guerre. Antoine n'avait pas seulement voulu me quitter, il avait méticuleusement orchestré ma ruine. Tandis que Sophie et Isabelle dormaient encore, un sommeil agité sur le 2e lit de la chambre, j'ai allumé mon ordinateur. Fini la Chloé qui subit. La Chloé qui agit prenait les commandes. Ma première recherche sur Google, meilleure avocate divorce Paris. Les noms défilaient, mais un en particulier a retenu mon attention, Maître Hélène Dubois. Les articles parlaient d'elle comme d'un « requin au sourire d'ange », spécialisé dans les divorces conflictuels avec des enjeux financiers complexes. Les témoignages de ses anciennes clientes la décrivaient comme une stratège brillante et une combattante acharnée. C'était elle. À 9 heures précises, j'ai composé le numéro de son cabinet. Sa secrétaire, une femme à la voix posée et efficace, a tenté de me donner un rendez-vous pour la semaine suivante.
J'ai insisté. Écoutez, ai-je dit, ma voix ferme ne laissant place à aucune discussion, mon mari vient de vider nos comptes, de contracter une dette frauduleuse de 20 000 € à mon nom et je suis menacée de tout perdre. J'ai besoin de parler à Maître Dubois aujourd'hui. C'est une urgence absolue. Il y a eu un silence, puis, un instant, je vous prie. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. Maître Dubois peut vous accorder 30 minutes en visioconférence à 11 heures. Victoire. À 11 heures, installée dans le siège passager de ma voiture pour avoir un peu d'intimité, j'ai cliqué sur le lien. Le visage de Maître Dubois est apparu. Elle était exactement comme je l'imaginais, une femme d'une 50aine d'années, élégante, avec des cheveux poivre et cils coupés au carré et des yeux vifs qui semblaient vous scanner jusqu'à l'âme. Je lui ai exposé les faits, sans fioriture, sans larmes. Le licenciement, la trahison, le rejet familial, le vol, la dette. Elle a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, son stylo griffonnant des notes sur un carnet. Quand j'ai eu terminé, elle n'a pas perdu de temps en condoléances. Elle est allée droit au but. Bien, madame. La situation est critique, mais loin d'être désespérée. Voici notre plan d'attaque immédiat. Premièrement, je dépose dès cet après-midi une requête en divorce pour faute. L'adultère est un fait, le départ du domicile conjugal aussi. Deuxièmement, j'y joins une demande de mesures urgentes au juge des affaires familiales, le gel de tous les actifs, l'attribution du domicile conjugal pour vous, et une demande de pension alimentaire provisionnelle. Il ne pourra plus toucher à un centime. Troisièmement, et c'est le plus important, nous déposons plainte au commissariat pour abus de confiance et fraude à la carte bancaire concernant ce prêt. C'est un délit pénal. Il a joué, il a perdu. Sa confiance, son assurance, était communicative. Pour la première fois depuis 2 jours, je pouvais respirer. Et concernant mes biens propres, ai-je demandé, la voix encore hésitante. Ma maison en Normandie, mes investissements? Envoyez-moi tous les documents prouvant l'origine des fonds. S'ils proviennent d'un héritage et ont été gérés séparément, ils sont en principe intouchables. Nous allons les sanctuariser. Après cet appel, je me sentais transformée. J'avais une alliée. J'avais un plan. J'ai embrassé mes amis, qui devaient retourner à leur propre vie, non sans m'avoir fait promettre de les appeler tous les jours. Puis j'ai pris la route. Mais cette fois, j'avais une destination. Je roulais vers le nord, vers la Normandie, vers ma forteresse de solitude. Le voyage a été long, mais chaque kilomètre était une étape de plus loin de mon passé. Quand je suis enfin arrivé dans le petit village de pêcheurs, la nuit tombait, enveloppant la côte d'une brume apaisante. La maison était là, fidèle au poste, ses volets bleus comme des yeux bienveillants. J'ai ouvert la porte, et l'odeur de bois et d'air salin m'a accueilli. C'était chez moi. Vraiment chez moi. J'ai allumé un feu dans la cheminée et je me suis assise devant, regardant les flammes danser. Mon téléphone a vibré. Un message de Léo. Chloé, j'espère que tu es en sécurité. J'ai pensé que tu aimerais avoir ça. C'est une copie de tout le serveur marketing. Il y a tout dedans. Fait en bon usage. Le lien de téléchargement était joint. J'ai ouvert mon ordinateur, le cœur battant. C'était une mine d'or. Des mois d'échanges d'emails où Luc s'appropriait mes idées, des versions antérieures de présentations qu'il avait modifiées pour y mettre son nom, des rapports qu'il avait falsifiés pour minimiser mes résultats. Ce jeune homme discret et timide était d'une loyauté et d'une intelligence redoutables. Il venait de me donner les munitions dont j'avais besoin pour la suite de la guerre. Avec un refuge sûr et une avocate redoutable de mon côté, il était temps de passer à la deuxième phase de mon plan. Une phase que ni mon ex-mari ni mon ancien patron n'auraient jamais pu imaginer. Les premiers jours dans ma maison normande ont été une bulle hors du temps. Le monde extérieur, avec sa cruauté et ses trahisons, semblait à des milliers de kilomètres. Je me réveillais avec le cri des mouettes, je passais des heures à marcher sur la plage déserte, laissant le vent glacial fouetter mon visage et chasser les dernières bribes de désespoir. Cette solitude n'était pas un poids, mais une force. Elle me permettait de penser, de me reconstruire, et surtout, de préparer ma riposte. Mon chagrin se muait lentement en une colère froide et calculatrice. J'ai passé des journées entières à éplucher les fichiers que Léo m'avait envoyés,
organisant les preuves, créant une chronologie méticuleuse du harcèlement et du sabotage de Luc. Chaque email, chaque document était une pièce du puzzle, et une fois assemblé, le tableau était accablant. J'ai tout envoyé à Maître Dubois, qui a immédiatement transmis le dossier à un confrère spécialisé en droit du travail. Avec ça, nous n'allons pas seulement au prud'homme, nous pouvons potentiellement le poursuivre pour faux et usage de faux, m'a-t-elle annoncé, un soupçon d'admiration dans la voix. Mais une simple victoire juridique ne me suffisait pas. C'était trop petit, trop personnel. Je voulais une victoire stratégique, une victoire qui redéfinirait les règles du jeu. C'est là que mon attention s'est reportée sur Avenir Digital. Ma participation, que j'avais longtemps considérée comme un simple placement financier, est devenue la pièce maîtresse de mon échiquier. Leur technologie de marketing prédictif était sur le point de révolutionner le secteur. Ils avaient le produit, mais il leur manquait la notoriété, l'audace pour s'imposer. J'allais leur apporter les deux. J'ai demandé une réunion d'urgence avec les deux fondateurs, Thomas et Mathieu, deux génies de l'informatique qui avaient la trentaine, mais l'expérience commerciale d'adolescents. J'ai pris le premier train pour Paris, et je les ai retrouvés dans leur siège social, un loft bruyant et désordonné où des jeunes en sweat à capuche tapaient frénétiquement sur des claviers. Je ne leur ai pas parlé de mon divorce ou de mon licenciement. Je leur ai parlé business. Thomas, Mathieu, ai-je commencé, debout devant leur tableau blanc couvert d'algorithmes, votre technologie est la plus brillante que j'ai vue depuis 10 ans. Mais en ce moment, vous êtes une Ferrari sans pilote. Vous avez besoin d'un électrochoc pour que le marché vous prenne au sérieux. J'ai un plan pour ça. Ils m'ont regardé, un mélange de scepticisme et de curiosité dans les yeux. J'ai pris un feutre et j'ai dessiné 2 cercles sur le tableau. Ici, c'est nous, Avenir Digital. L'innovation, l'agilité, le futur. Et là, j'ai dessiné un cercle beaucoup plus grand, c'est Prestige et Associés. Le passé, la lourdeur, la tradition. J'ai ensuite dessiné une grosse flèche allant du petit cercle vers le grand. Je veux que nous annoncions publiquement que nous envisageons un partenariat stratégique avec eux. Voire une offre de rachat. Thomas a failli recracher son café. Une offre de rachat? Chloé, il pèse 10 fois notre poids. On n'a pas les moyens. Bien sûr que non, ai-je rétorqué. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le message. C'est l'audace. C'est le jeune loup qui vient défier le vieux lion. Les médias financiers vont se jeter dessus. En une seule annonce, vous passez du statut de start-up prometteuse à celui de disrupteur majeur du marché. Votre valorisation va grimper en flèche. Et en interne, chez Prestige et Associés, ce sera la panique totale. Leurs actionnaires vont demander des comptes. Pourquoi une petite boîte de tech pense-t-elle pouvoir les racheter? Peut-être parce que leur modèle est obsolète? Peut-être parce que leur direction est incompétente? Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête. L'idée, folle au premier abord, commençait à faire son chemin. Il m'a fallu 2 heures de persuasion, de graphique et de projection pour les convaincre totalement. Mais à la fin, ils étaient euphoriques. On le fait, a dit Mathieu, les yeux brillants. Alors que nous finalisions le communiqué de presse, j'ai reçu un appel de Sandrine, mon ancienne collègue. Sa voix était basse, conspiratrice. Chloé, je dois te prévenir. Luc est en train de devenir fou. Il a appris que tu avais pris une avocate. Il a appelé les 3 plus grands chasseurs de tête de Paris. Il leur a dit que tu avais été viré pour faute grave, que tu étais instable et que tu avais tenté de voler des données clients. Il est en train de te blacklister. Il veut s'assurer que tu ne retrouveras jamais de travail dans ce secteur. Une vague de haine pure m'a submergé. Cet homme n'allait donc jamais s'arrêter. Mais sa bassesse a renforcé ma détermination. J'ai remercié Sandrine et j'ai raccroché. J'ai regardé Thomas et Mathieu. Changer une ligne dans le communiqué, ai-je dit, ma voix glaciale. Je ne veux plus être une investisseur clé. Je veux être la nouvelle directrice de la stratégie d'avenir digital. Le communiqué de presse est parti le jeudi matin. L'impact a été sismique. Les titres des journaux économiques criaient « David contre Goliath, la start-up Avenir Digital défie le géant Prestige et Associés ». Et mon nom,
associé à mon nouveau titre, était partout. J'étais sur le devant de la scène, non pas comme une victime, mais comme l'architecte d'un coup de maître audacieux. Luc Bernard pensait m'avoir enterré professionnellement, mais il venait de me donner l'arme parfaite pour l'achever. Il ne savait pas encore que le vent avait tourné. Le téléphone a sonné le vendredi après-midi, alors que je marchais sur la plage, le vent fouettant mes cheveux. Numéro masqué. Mon cœur a eu un soubresaut, mais j'ai répondu d'une voix que je voulais la plus neutre possible. Allô? Chloé? La voix de Luc Bernard était à peine reconnaissable. Fini le ton condescendant et autoritaire. Elle était tendue, stridente, au bord de la panique. Qu'est-ce que c'est que ce cirque médiatique? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je me suis arrêtée, regardant les vagues puissantes s'écraser sur le sable. J'ai laissé un long silence s'installer, le laissant mariner dans sa propre angoisse. Bonjour, Luc, ai-je finalement répondu, ma voix d'un calme olympien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis simplement en train de développer la stratégie de ma nouvelle entreprise. C'est passionnant, tu sais. Ta nouvelle entreprise? Mais tu te moques de moi. Le conseil d'administration est en réunion de crise depuis hier. Nos actionnaires nous harcèlent, ils exigent des explications. Notre cours de bourse commence à chuter. Vraiment? C'est fâcheux, ai-je dit avec une fausse sympathie. Peut-être que la confiance du marché est une chose fragile. Peut-être qu'elle est ébranlée quand une entreprise licencie ses meilleurs éléments sur la base de mensonges et de manipulations. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Luc. Comment se porte le portefeuille client du Bois Martin? J'ai eu vent de certaines rumeurs, comme quoi il ne serait pas satisfait de la nouvelle direction stratégique. J'ai entendu un son étranglé à l'autre bout du fil. J'avais touché le point sensible. Le contrat du Bois Martin était ma plus grande réussite, un client que j'avais conquis et fidélisé personnellement. Le perdre serait un désastre pour l'agence, et pour lui personnellement. Qu'est-ce que tu veux, Chloé, a-t-il fini par lâcher, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque et vaincu. De l'argent? C'est ça? De l'argent? J'ai eu un petit rire. Non, Luc. L'argent, je peux en gagner moi-même. Ce que je veux, c'est que les gens sachent la vérité. Et la vérité finit toujours par se savoir. Sur ces mots, j'ai raccroché, le laissant avec ses démons. La capitulation de Prestige et Associés n'a pas tardé. Le lundi suivant, Maître Dubois a reçu un appel de leur avocat. Il me proposait une transaction financière très généreuse, bien au-delà des indemnités légales, en échange de ma signature sur un accord de confidentialité et l'abandon de toute poursuite. Ils ont peur que vous parliez à la presse, m'a expliqué mon avocate. Ils veulent acheter votre silence. C'est une excellente nouvelle. Nous avons accepté, mais j'ai exigé une clause non négociable, une lettre d'excuse officielle du conseil d'administration, reconnaissant que mon licenciement était une erreur et louant mes contributions à l'entreprise. Ils ont accepté. J'avais gagné. Pendant ce temps, l'étau se resserrait autour d'Antoine. Le gel de ses avoirs et la plainte pénale l'avaient mis au pied du mur. Ses créanciers devenaient menaçants. Un après-midi, en revenant de faire quelques courses au village, j'ai vu sa BMW garée de travers devant ma grille. Il était là, appuyé contre le capot, l'air d'un homme aux abois. Il avait maigri, son costume habituellement impeccable était froissé. « Chloé, il faut que tu arrêtes ça », a-t-il crié en me voyant. « Tu es en train de me détruire. J'ai des gens qui me cherchent. » Je suis resté à distance, les clés de ma maison serrées dans ma main. « Ce n'est pas moi qui te détruis, Antoine. Ce sont tes choix. Tes mensonges, tes dettes, tes trahisons. Mais c'est notre argent. J'ai droit à la moitié. » La moitié de quoi? Des dettes que tu as contractées dans mon dos? La moitié de l'héritage de ma grand-mère? Tu n'auras rien, Antoine. Rien d'autre que ce que la loi te donnera. Maintenant, pars de ma propriété avant que j'appelle les gendarmes. Son visage s'est décomposé. Il a vu dans mes yeux que je ne bluffais pas. La femme qu'il avait pu manipuler et mépriser n'existait plus. Il est remonté dans sa voiture et a démarré en trombe, laissant derrière lui une odeur de gomme brûlée et de défaite. La dernière pièce du puzzle est venue de la source la plus inattendue. Manon,
sa maîtresse, m'a appelé. Elle pleurait. Il m'a tout pris, a-t-elle sangloté. Il m'avait promis qu'on s'installerait ensemble, il m'a fait contracter un crédit pour lui, et maintenant il a disparu. Elle m'a avoué qu'il était devenu de plus en plus violent verbalement, paranoïaque. Elle voulait juste que je le sache. Elle m'a envoyé des copies des messages qu'il lui avait envoyés, des messages où il se vantait de la façon dont il allait me plumer au divorce, des messages où il parlait des conseils que mon propre père lui avait donnés pour me gérer. Mon père. Il n'était pas seulement un spectateur passif, il avait été un complice. La nausée m'a reprise, mais cette fois, elle était mêlée à une étrange forme de soulagement. Je savais maintenant que ma décision de couper les ponts était la bonne. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, mais il restait une confrontation que je redoutais et attendais à la fois, celle avec mon propre père. Le dimanche matin suivant, alors que je prenais mon café sur la petite terrasse face à la mer, une Mercedes noire s'est engagée dans mon chemin de terre. Mon cœur a manqué un battement. C'était la voiture de mon père. Il n'avait pas prévenu de sa visite. Il débarquait, comme il l'avait toujours fait, considérant que son droit paternel lui donnait accès à tous les aspects de ma vie, à toute heure. Mais les choses avaient changé. C'était ma maison, mon territoire. Je l'ai regardé sortir de la voiture. Il portait un pantalon de golf beige et un polo impeccable, comme s'il venait de quitter le green. Mais sa démarche était moins assurée que d'habitude. Il semblait presque hésitant. Il a observé ma petite maison de pêcheur, un cottage modeste en pierre, si différent de son manoir ostentatoire à Écully. J'ai vu le jugement dans son regard, mais aussi une pointe de confusion, comme s'il ne comprenait pas le monde dans lequel j'avais choisi de vivre. Il a sonné à la porte. J'ai pris une profonde inspiration, posé ma tasse, et je suis allé ouvrir. Je ne l'ai pas fait entrer. Je suis resté sur le seuil, les bras croisés, créant une barrière invisible mais bien réelle entre nous. « Bonjour, Chloé » a-t-il commencé, sa voix un peu rauque. Il a plongé son regard dans le mien, cherchant sans doute la fille brisée et suppliante qu'il avait chassée quelques semaines plus tôt. Il n'a trouvé qu'une femme. Une femme calme, qui le regardait droit dans les yeux, sans ciller. « Bonjour, papa. » Ma voix était polie, mais froide. « Ta mère, elle s'inquiète beaucoup pour toi, a-t-il dit, utilisant ma mère comme bouclier, comme il l'avait toujours fait. Incapable d'exprimer ses propres sentiments, il projetait tout sur elle. Maman a mon numéro de téléphone. Si elle s'inquiète, elle peut m'appeler. Elle l'a fait hier, d'ailleurs. Nous avons eu une conversation très agréable. Tu peux la rassurer, je vais très bien. Chaque mot était choisi, précis. Je lui faisais comprendre que mon lien avec ma mère pouvait désormais exister sans son interférence. Un silence inconfortable s'est installé, seulement troublé par le cri lointain d'une mouette. Il a passé une main dans ses cheveux grisonnants, un tic nerveux que je ne lui avais pas vu depuis des années. Tu as l'air différente, a-t-il concédé. Je le suis, ai-je confirmé. Je suis en train de reconstruire la vie que certaines personnes, y compris dans ma propre famille, ont tenté de démolir. J'ai laissé la phrase en suspens, le laissant absorber le poids de l'accusation. J'ai vu une lueur de colère dans ses yeux, son réflexe naturel face à la contradiction. Ce n'est pas juste, Chloé, et tu le sais. Je n'ai jamais voulu ton malheur. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Le meilleur pour moi, ou le meilleur selon tes propres critères, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, papa. Le meilleur pour moi, c'était de croire ton ami golfeur, un homme que tu savais malhonnête, plutôt que ta propre fille. Le meilleur pour moi, c'était de prendre le parti de mon mari infidèle, et même de lui donner des conseils pour me gérer. Le meilleur pour moi, c'était de me traiter de raté et de me jeter à la rue au moment le plus sombre de ma vie. Alors, s'il te plaît, épargne-moi tes discours sur ce que tu veux pour moi. Il a reculé d'un pas, comme si je l'avais giflé. C'était la première fois de ma vie que je lui parlais sur ce ton. La première fois que je ne baissais pas les yeux. Je pensais que ça te secourait, a-t-il balbutié, cherchant une justification. Que ça te forcerait à réagir, à te battre. Me battre? J'ai passé 34 ans de ma vie à me battre. À me battre pour avoir des bonnes notes pour te faire plaisir.
À me battre pour entrer dans la meilleure école pour te rendre fier. À me battre pour obtenir des promotions pour que tu puisses t'en vanter auprès de tes amis. Et sais-tu ce que j'ai gagné? Un burn-out imminent, un mariage vide de sens avec un homme qui ne m'aimait pas pour ce que j'étais mais pour le statut que je lui apportais, et un père qui me considère comme un investissement boursier. Si la valeur monte, il est content. Si elle baisse, il vend. Les larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. Chaque mot que je prononçais brisait une chaîne invisible qui m'avait entravé toute ma vie. Alors écoute-moi bien, papa. Si tu souhaites avoir une place dans ma nouvelle vie, les règles ont changé. Il n'y aura plus de jugement, plus de leçons de morale, plus d'attentes irréalistes. Tu m'accepteras pour qui je suis, avec mes succès qui sont les miens, et mes échecs qui sont aussi les miens. Tu apprendras à me respecter. Pas seulement comme ta fille, mais comme une femme adulte et indépendante. C'est à prendre ou à laisser. La décision t'appartient. Il est resté là, sur mon perron, le visage défait. L'armure du grand PDG s'était fissurée, laissant entrevoir un homme vieillissant, perdu et seul. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de sa vie, il n'avait rien à répondre. Il a hoché la tête, un mouvement à peine perceptible, puis il a fait demi-tour et est reparti lentement vers sa voiture. J'ai fermé la porte doucement, le laissant seul sur le perron. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une porte qui s'est fermée, c'est un chapitre de ma vie qui s'est achevé pour toujours. La confrontation avec mon père a agi comme un exorcisme. En verbalisant des décennies de ressentiment et en posant mes conditions, j'avais non seulement redéfini notre relation, mais j'avais surtout achevé ma propre transformation. Je n'étais plus la victime des circonstances, j'étais l'architecte de ma destinée. Les semaines qui ont suivi ont été une cascade de confirmation que j'étais sur la bonne voie. La nouvelle est tombée un mardi matin, non pas par une rumeur, mais par un article en une du principal quotidien économique du pays. Révolution de palais chez Prestige et Associés. Le titre était spectaculaire. L'article détaillait comment l'enquête interne, déclenchée par la tentative de rachat audacieuse d'Avenir Digital, avait révélé une culture d'entreprise toxique, du harcèlement moral et des malversations financières. Le nom de Luc Bernard était cité à plusieurs reprises. Il était non seulement licencié pour faute grave, mais le conseil d'administration avait également porté plainte contre lui. Il était fini, publiquement et professionnellement. Je n'ai ressenti aucune joie mauvaise, juste le sentiment froid et satisfaisant que l'univers avait remis les choses en ordre. Léo m'a envoyé un simple texto, justice. Quelques jours plus tard, Maître Dubois m'a appelé pour finaliser les derniers détails de mon divorce. Votre ex-mari est devenu très coopératif, m'a-t-elle dit avec une pointe d'ironie. Antoine, étranglé par ses dettes et faisant face à une plainte pénale pour fraude, avait accepté toutes nos conditions sans discuter. Il a signé les papiers, a empoché les 10 000 € que je lui avais offerts, et a disparu de la circulation. J'ai appris plus tard qu'il avait quitté Lyon. Le chapitre était clos. Définitivement. La surprise la plus ironique est venue sous la forme d'un email avec l'entête de Prestige et Associés. Il était signé par le nouveau PDG, un homme réputé pour être un « cost killer », engagé pour redresser la barre. Il ne passait pas par 4 chemins. Après des excuses formelles pour le « traitement inqualifiable » que j'avais subi, il me faisait une offre que, dans mon ancienne vie, j'aurais considérée comme la consécration ultime. Il me proposait de revenir. Pas à mon ancien poste. Il me proposait le poste de directrice générale adjointe, avec la mission de reconstruire le pôle marketing, un salaire qui dépassait mes rêves les plus fous, et un paquet d'actions conséquents. L'entreprise a besoin de votre talent, de votre éthique et de votre vision pour se réinventer, concluait-il. J'ai lu l'email 2 fois. J'ai souri. J'ai pensé à la Chloé d'il y a quelques mois, celle qui aurait tout donné pour une telle reconnaissance. Puis j'ai tapé ma réponse, courte et polie. Monsieur, je vous remercie de votre offre et de votre confiance. Cependant, je suis désormais pleinement engagé dans le développement de ma propre entreprise. Je vous souhaite sincèrement de réussir dans votre mission de reconstruction. J'ai cliqué sur « Envoyer » sans le moindre regret. Je n'avais plus besoin de réparer leur monde, j'étais trop occupé à construire le mien. Et je l'ai construit.
J'ai officiellement enregistré Chloé Conseil et Stratégie. J'ai loué un petit bureau à Paris. Mon premier employé a été Léo, ravi de quitter le navire en perdition de Prestige et Associés. Mon premier gros client a été le comte Dubois-Martin, qui avait rompu son contrat avec l'agence le jour de l'annonce du licenciement de Luc. Le bouche à oreille a fonctionné à merveille. Des entreprises qui voulaient innover, qui étaient fatiguées des vieilles méthodes, ont commencé à m'appeler. En 6 mois, j'ai dû embaucher 2 autres personnes. Les ondes de choc de ma révolution personnelle se sont propagées de manière inattendue. Ma mère m'a appelé un soir, sa voix pétillante de fierté. Chloé, tu ne devineras jamais. J'ai vendu ma première poterie au marché du village. Ton père a fait la grimace, mais je m'en fiche. C'était plus qu'une poterie vendue, c'était un acte d'indépendance. Mon frère Julien m'a annoncé qu'il avait démissionné de l'entreprise familiale pour monter sa propre affaire, une ébénisterie artisanale. Tu m'as montré que c'était possible, m'a-t-il dit. Possible de suivre sa propre voie. Sans le vouloir, en me sauvant moi-même, j'avais donné aux autres la permission de faire de même. La justice avait été rendue, mais la vraie victoire n'était pas de les voir tomber. La vraie victoire était de me voir me relever, et d'entraîner les autres avec moi. 1 an plus tard, vous n'allez pas croire à quel point ma vie a changé. 1 an. 365 jours se sont écoulés depuis le jour où mon monde a volé en éclats. Je suis debout sur la terrasse en bois de ma maison en Normandie, une tasse de thé fumant entre mes mains. Le soleil matinal caresse mon visage, et le seul bruit est celui des vagues qui viennent mourir doucement sur le sable. Il y a 1 an, à cette même heure, j'étais recroquevillé dans un lit d'hôtel impersonnel, le goût amer de la trahison dans la bouche, persuadé que ma vie était finie. Quelle erreur! Ma vie ne faisait que commencer. Ce soir, je fête mes 35 ans. La maison est remplie des rires de mes amis. Sophie et Isabelle sont là, bien sûr, mes anges gardiens. Léo est venu de Paris avec le reste de ma petite équipe, qui est devenue une seconde famille. Il n'y a pas de relation de travail, pas de faux semblants. Juste des gens que j'aime et qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour le titre sur ma carte de visite. Mon agence, Chloé Conseil et Stratégie, est un succès qui dépasse toutes mes espérances. Nous avons la réputation d'être créatifs, audacieux, et surtout, humains. Nous choisissons nos clients autant qu'ils nous choisissent. J'ai refusé plus d'un contrat lucratif avec des entreprises dont je ne partageais pas les valeurs. C'est un luxe que je m'offre, le luxe de l'alignement. Parallèlement, Avenir Digital est devenu une licorne, une de ces startups valorisées à plus d'1 milliard. Ma participation financière m'a apporté une sécurité totale, mais surtout, la liberté de ne plus jamais avoir à faire de compromis. Mais la transformation la plus profonde n'est pas sur mon relevé de compte. Elle est à l'intérieur. La vraie richesse, c'est la conversation que j'ai eue avec ma mère la semaine dernière. Elle m'a annoncé qu'elle partait seule en voyage pour la première fois de sa vie. 1 semaine en Italie, pour visiter des musées. Ton père n'est pas ravi, m'a-t-elle dit avec un clin d'œil, mais il va devoir s'y faire. Elle a trouvé sa propre voix, sa propre force. Elle ne chuchote plus. Mon père et moi, nous nous parlons. Pas souvent, mais nous nous parlons. Il a eu un sérieux problème de santé il y a 6 mois, une alerte qui l'a forcé à ralentir, à réfléchir. Notre dernière conversation était presque surréaliste. Il m'a posé des questions sur mon travail, et il a écouté. Il ne m'a donné aucun conseil. À la fin, il m'a dit, « Je suis fier de la femme que tu es devenue, Chloé. » Même si je ne la comprends pas toujours. Venant de lui, c'était l'équivalent d'une déclaration d'amour. Notre relation ne sera jamais simple, mais elle est devenue honnête. Quant à Antoine, son nom n'est plus qu'un écho lointain. Les dernières nouvelles que j'ai eues disaient qu'il vivait dans le sud de la France, changeant de ville et de travail au gré de ses dettes. Je ne ressens plus de haine, ni même de colère. Juste une profonde indifférence, et parfois, une pointe de tristesse pour l'homme faible qu'il a toujours été. Je lui ai pardonné il y a longtemps, non pas pour le libérer lui, mais pour me libérer moi. La rancune est une prison, et j'ai choisi la liberté. J'ai appris à prendre soin de la personne la plus importante de ma vie, moi-même. La thérapie m'a aidé à déconstruire des années de conditionnement, ce besoin maladif de plaire, cette peur de l'échec.
J'ai appris que ma valeur n'est pas négociable. J'ai appris à poser mes limites, à dire non sans me justifier. J'ai appris à savourer le silence, à ne rien faire sans culpabiliser. Et l'amour, dans tout ça? Il est arrivé quand je ne l'attendais plus. Il s'appelle Marc. C'est un architecte que j'ai rencontré lors d'une conférence. C'est un homme calme, créatif, et profondément gentil. Il a sa propre vie, ses propres passions. Il n'est pas impressionné par mon succès, il est simplement heureux pour moi. Notre relation est un jardin que nous cultivons doucement, avec respect, communication et beaucoup de rire. Il ne cherche pas à combler un vide en moi, car il n'y a plus de vide à combler. Ce soir, quand mes amis lèveront leurs verres, je ne porterai pas un toast à la revanche, mais à la renaissance. J'ai appris de la manière la plus dure que le fond du trou n'est pas une fin, mais une fondation. La fondation la plus solide qui soit, sur laquelle on peut reconstruire une vie plus authentique, plus forte, et infiniment plus belle. Avez-vous déjà vécu un moment où perdre ce que vous pensiez vouloir vous a en fait permis de gagner ce dont vous aviez vraiment besoin? J'adorerais lire vos histoires de transformation dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage a résonné en vous, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de résilience. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui, le message que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Merci d'avoir fait partie de mon voyage. Et souvenez-vous, votre histoire est encore en train de s'écrire, et chaque épreuve, chaque tournant inattendu, est une opportunité pour une vie plus authentique.